pas croire que l'ORL soit trop macho et fasse passer les femmes à la fin. Mais il va demander à Nathalie Loundon de présenter l'expérience du centre de Necker, maintenant, qui est le centre référent de l'enfant sur l'implantation cochléaire pédiatrique et les nouvelles indications, où il y a aussi un véritable challenge de ces dernières années dans les possibilités d'implanter de plus en plus jeunes et de partout. Monsieur le Président, mes chers collègues, je suis très heureuse de pouvoir discuter avec vous des nouvelles indications, des extensions des indications des implantations cochléaires. Alors c'est vraiment, encore une fois, une partie du champ au niveau chirurgical et prise en charge de l'enfant qui est à l'autre extrême de tous les côtés très techniques qui sont bien sûr indispensables de développer, mais bien connaître l'évolution des enfants et poser des indications très précises, donc la clinique, donc le contexte et le devenir de ces chirurgies sont particulièrement importants aussi pour le développement ultérieur des indications. Donc un petit rappel en ce qui concerne l'audition, on parle de la réhabilitation périphérique, des techniques d'insertion cochléaire, de l'amélioration, de la conservation de l'anatomie et des cellules pour le futur. La particularité chez l'enfant, c'est que la plupart des enfants sont des sourds congénitaux et que l'ensemble de la structure périphérique mais aussi centrale ne s'est pas développée à un âge embryonnaire et dans les premiers mois de vie avant le diagnostic et la prise en charge de cette surdité. Et que la construction de l'audition est un phénomène extrêmement complexe qui ne concerne évidemment pas seulement la réhabilitation de la partie périphérique de l'audition, mais également la construction des zones cérébrales auditives. Alors, la surdité est une pathologie extrêmement fréquente de l'enfant et la plupart des sourds qui sont des enfants sourds qui sont implantés sont des enfants sourds profonds congénitaux, sourds sévères à profonds congénitaux. Les surdités acquises sont marginales dans les indications d'implantation cochléaire. Dans ce cadre-là, le retentissement de la surdité dans le développement global de l'enfant et en particulier sur le plan de la communication est très dépendant du degré de surdité. Et évidemment, le retentissement de cette surdité sur ce développement va être bien plus important dans le cas de surdité sévère à profonde. Alors je voulais vous mettre une petite... je ne sais pas si ça a laissé tout à l'heure. Je voulais vous faire entendre la voix d'un enfant sourd parce qu'on ne peut pas oublier, avec les bons résultats qu'on obtient dans le quotidien, ce que peut être la qualité de la voix d'un enfant qui a été réhabilité par une prothèse auditive ou qui n'a pas été réhabilité d'ailleurs, qui va développer soit un langage des signes, soit une voix ce qu'on appelle une voix de sourd, c'est-à-dire une voix, dans la majorité des cas, faiblement intelligible pour une personne qui n'est pas dans le milieu. Alors, pour revenir aux indications initiales, et avant de parler des extensions des indications, donc Yann Nguyen en a parlé tout à l'heure, les indications chez l'enfant d'une implantation cochléaire sont celles de surdité profonde bilatérale à l'initiale, après un temps d'appareillage conventionnel, entre guillemets, donc amplificatrice, qui ne va pas permettre de voir apparaître des gains suffisants pour permettre le développement de la parole et du langage. Et pour les enfants plus grands, ayant un certain gain auditif, ayant à l'initiale une reconnaissance de la parole inférieure à 30% avec ces appareils. Aujourd'hui, et devant les améliorations à la fois techniques, l'amélioration technologique, c'est-à-dire technique des insertions cochléaires, chirurgicales et technologiques des implants, et devant les bons résultats des enfants implantés, on voit s'élargir les indications dans les différents domaines, à la fois audiophonologiques et médicales.
Alors tout d'abord, l'implantation cochléaire du très jeune enfant, du nourrisson, donc une implantation avant 12 mois. Pourquoi une implantation si précoce? Encore une fois, on connaît mieux maintenant les principes de neuroplasticité et notamment la notion d'une période critique de développement des voies auditives. C'est cette fenêtre très spécifique où le cerveau, les zones cérébrales dédiées vont être particulièrement sensibles à la stimulation en ce qui concerne le système phonologique de la langue maternelle, d'une part, et pour le développement des zones de mise en place, des mises en jeu complexes, des structures musculaires, des commandes musculaires pour la parole. Donc ça, on connaît mieux grâce à l'imagerie. Ce qui se passe chez le nourrisson entendant, et on sait que ce sont dans les tout premiers mois, entre 6 et 18 mois, que le cerveau va être particulièrement sensible à toute stimulation périphérique. On sait aussi que par les premiers résultats des enfants implantés très précocement, que les enfants implantés très tôt ont tendance à développer un proto-langage, c'est-à-dire les tout premiers éléments prélinguistiques et linguistiques qui vont être très très similaires, suivre des schémas très similaires à ceux des normands entendants. Donc la question c'est est-ce qu'il faut vraiment implanter avant 12 mois ou est-ce qu'entre 12 et 24 mois c'est à peu près équivalent? Ça, la question reste encore un tout petit peu délicate. Le niveau de preuve reste faible, entre guillemets, parce qu'il faut des très gros scores et qu'il y a de grosses différences interindividuelles selon l'environnement, selon le type de surdité et aussi le degré de précision des outils de mesure très précoces. Je rappelle que l'imagerie fonctionnelle, donc, qui permet vraiment de voir le développement des aires auditives qui ont été très étudiées chez l'adulte, n'est pas faisable d'abord chez l'enfant parce que c'est une imagerie qui est très longue et il faut que l'enfant soit anesthésié pour qu'on puisse faire ce genre d'imagerie, premièrement. Et deuxièmement, après implantation, les techniques d'IRM fonctionnelle ne sont plus faisables de fait de l'implant lui-même. Donc on est dans des analyses qui sont des analyses d'électrophysiologie, encore pour le moment, même s'il y a des projets de recherche pour le futur. Toujours est-il que les qualités de développement de l'intelligence de la parole chez l'enfant implanté avant 12 mois, donc la norme c'est le gros trait épais noir, les enfants implantés les plus précocement c'est le trait fin noir, donc on voit vraiment qu'on a une courbe de progression qui est calquée sur celle des enfants entendants. Alors, à la limite, pourquoi se poser des questions? Pourquoi ne pas implanter tous les enfants avant 12 mois? Pourquoi autant de questions? D'abord, ce n'est pas si évident que ça de faire un diagnostic très précoce d'un nourrisson. D'abord, il faut qu'il nous arrive suffisamment tôt pour qu'on puisse les prendre, avoir le temps de faire ces évaluations. C'est vrai qu'un certain nombre de tests dits objectifs sont parfois difficiles d'interprétation chez un très jeune enfant. La deuxième chose, c'est qu'en termes de chirurgie, c'est vrai que même si la technique est la même, on est sur des rapports anatomiques qui sont bien plus ramassés et les risques de complications ultérieures sont très légèrement supérieurs, notamment en termes de cicatrisation des tissus cutanés. On a vraiment besoin d'avoir une technique, disons une équipe rodée à la pédiatrie pour limiter les risques de complications. Enfin, c'est vrai qu'il faut le temps de construire un projet pour ces familles et tout ça nous amène à l'idée que si un enfant est pris et dépisté pour la surdité relativement, très précocement, on a le temps de construire les éléments sans précipitation. À l'heure actuelle, et c'est l'objet des débats qui ont eu lieu ces dernières années, le dépistage n'est pas systématisé sur le territoire et on a encore en moyenne des enfants qui nous arrivent qui ont un diagnostic de surdité congénitale profonde à l'âge de 18 mois, 2 ans, donc bien après la date butoir des 12 mois. L'autre volet de développement, et on l'a vu avec les nouvelles disons, avec l'amélioration et la meilleure connaissance des possibilités techniques d'insertion auditive, donc la chirurgie conservatrice, la chirurgie douce, qui permet, on essaie dans la mesure du possible maintenant quand même de passer par la fenêtre ronde, puisqu'il n'y a pas ce temps de fraisage, on a une ouverture assez limitée, qui permettent aussi de limiter la différence de pression à l'ouverture de la cochlée. Des électrodes qui sont spécialement dessinées, qui nous permettent aussi d'espérer conserver
l'audition. Donc on a une extension, comme le disait très bien Monsieur Chouard, une extension des indications vers des patients qui sont moins sourds, qui ont une audition résiduelle. Et c'est développé notamment également le principe de l'implant électroacoustique, c'est-à-dire que les premiers implants électroacoustiques étaient des implants courts, dont le faisceau d'électrodes était très court et n'allait stimuler que la base de la cochlée, donc les fréquences aiguës, et laisser libre pour un fonctionnement naturel l'apex, donc les fréquences graves, et le patient allait porter un appareil qui allait stimuler électriquement les aigus et porter un appareil auditif qui allait stimuler acoustiquement les fréquences graves, donc ce qu'on appelle un implant électroacoustique. L'intérêt de ce genre d'appareil était que l'implant naturellement va encoder moins bien les fréquences graves, et que la structure fine de la parole n'est pas codée ou très mal codée par l'implant, parce que ce sont des petites aspérités extrêmement fines qui sont dans la simplification du traitement du signal, ne vont pas être reproduits. Donc les adultes qui avaient ces implants électroacoustiques étaient très améliorés dans le confort auditif et en particulier dans la possibilité d'écouter, d'apprécier la musique, notamment des musiciens qui étaient pour lesquels il était possible de poursuivre les études musicales. Alors, ces connaissances sur l'adulte se sont progressivement étendues aux enfants. Un autre élément important, donc il y a ces éléments techniques de possibilité d'insertion et de différentes électrodes, mais il y a aussi le fait que où est la limite, où est-ce qu'est la limite de l'audition résiduelle, où est-ce qu'on s'arrête pour dire bon là il est mieux avec une prothèse et là il est mieux avec un implant cochléaire. Donc on avait comparé, là il y a une étude très intéressante en 2011 qui comparait dans un même centre de rééducation, donc vraiment même type de prise en charge, des enfants qui étaient appariés en âge et en type de surdité, et on comparait leurs résultats en termes de perception. On s'est rendu compte que les enfants qui avaient non seulement une surdité profonde, mais aussi une surdité sévère implantée étaient bien meilleurs que les enfants qui avaient une surdité sévère. Et les enfants qui étaient implantés ayant une surdité sévère à profonde étaient au moins aussi bons que les enfants qui avaient une surdité moyenne appareillée. Donc c'est vrai que c'est repousser la limite de l'implantation, non plus à une surdité profonde, mais à une surdité sévère. Donc aujourd'hui, les candidats possibles à l'implantation résiduelle ou à l'implant en cas d'audition résiduelle, les surdités partielles, donc les fameuses surdités en pente de ski, on a des restes auditifs sur les fréquences graves qui peuvent être à 30, 20, 30, 40 décibels, et une chute vraiment vertigineuse sur les aigus. On peut leur proposer un implant, soit un implant électroacoustique court, soit un implant long, mais donc on va activer qu'une seule partie des électrodes et conserver dans la mesure où l'audition reste similaire à elle-même après la chirurgie, parce qu'il y a toujours un petit risque que l'audition chute, bien sûr. Donc on va activer de façon plus ou moins complète en électrique. On peut leur proposer cette implantation avec des bons résultats. De même, les enfants et les patients ayant une surdité sévère, et puis les patients qui ont une surdité asymétrique, ou une surdité fluctuante, des enfants qui vont perdre leurs repères. On a beaucoup de ces enfants-là, dans le cadre des enfants qui ont des malformations d'oreille interne, pour lesquelles les variations de pression dans la cochlée vont entraîner des modifications très très fréquentes, gênant la prise de repères auditifs, parfois dans une même journée. Les évaluations donc, auditives pour poser les indications sont de plus en plus compliquées à faire, puisqu'on repousse les limites. Donc l'idée, c'est de dire, c'est des enfants en moyenne un peu plus âgés, donc ceux qui ont des scores de reconnaissance de mots qui sont inférieurs à 65% dans le silence. Mais dans le silence, ce n'est qu'une partie de leur vie quotidienne. La question, c'est est-ce que dans le bruit aussi, ils sont gênés? On va utiliser les scores dans le bruit pour voir s'il y a une chute des scores, et là, dans ces scores-là, on va être amené aussi à proposer une implantation cochléaire. Aujourd'hui, chez les enfants, ça représente probablement 10%, mais là aussi, c'est une cohorte qui augmente. On est dans le cadre d'enfants qui ont eu éventuellement une dégradation d'audition, qui ont eu une audition utilisable, au moins sur certaines fréquences et au moins pendant un certain temps.
Et ces enfants-là ont des bons résultats parce que de fait, les structures cérébrales se sont construites à l'initial. Donc on n'a pas les mêmes écueils que dans le cas des enfants ayant une surdité congénitale. Autre volet, les patients, des enfants qui ont eu la surdité et une autre pathologie. Et dans notre cohorte, de même que dans les cohortes des grosses cohortes de centres d'implantation pédiatrique, ça représente actuellement environ 30% des patients implantés, ce qui est considérable. C'est des patients qui ne venaient pas à la chirurgie quand j'ai commencé l'implantation il y a une vingtaine d'années, parce que c'était probablement, on avait moins d'implants, on sélectionnait plus. Là, l'implantation s'est développée de telle manière que les familles et les professionnels proposent l'implantation, même dans des cas très sévères de pathologie neurologique. Alors, c'est vrai que dans ces bilans, dans ces évaluations et dans le devenir de ces enfants, d'abord, le diagnostic de ces troubles associés ne sont pas forcément évidents au départ, puisque les enfants nous arrivent jeunes. Donc, plus l'enfant est jeune, moins il est facile à évaluer au niveau de son développement neurologique. Si les troubles sont à minima, on ne les verra pas de façon évidente au départ, et s'il n'y a pas de contexte médical évocateur non plus. Le deuxième élément qui rend les choses un petit peu difficiles, c'est que la plupart du temps, quand il y a un décalage de développement de l'enfant, la plupart des professionnels qui gravitent autour de l'enfant ou les neurologues qui vont évaluer, les neuropédiatres, vont avoir du mal à faire la part des choses entre ce qui est lié à la surdité et ce qui est lié à l'autre pathologie. Ça peut être mis sur le compte de la surdité ou à une difficulté de prise en charge, etc. Donc c'est vrai que ces diagnostics qui sont souvent faits après coup, et finalement c'est l'implant qui va démasquer ces troubles. On attend un développement de la parole et du langage avec un implant, ce qu'on n'attendait pas spécialement quand l'enfant était pris en charge et qui mettait en place une langue des signes, par exemple. Les facteurs, on commence à mieux cerner les facteurs favorisants et les étiologies pouvant favoriser ces troubles de développement. Globalement, ce sont les étiologies qui vont avoir un impact sur la fonction cérébrale et notamment sur le développement cognitif. Un enfant entendant qui a un trouble cognitif va avoir du mal à développer un langage, un enfant sourd encore plus, bien sûr. Autre volet, dans le cadre d'enfants ou de patients ayant des neuropathies auditives. Alors le terme de neuropathie auditive, c'est une sorte de gros sac qui était initialement une description clinique qui décrivait une dissociation, une discordance entre des tests audiologiques qui avaient été réalisés, des tests objectifs, qui montraient que d'une part les cellules ciliées fonctionnaient, une partie des cellules ciliées fonctionnaient, mais que le nerf ne recevait pas l'information correctement ou ne véhiculait pas l'information correctement, ou c'était des enfants qui en apparence entendaient des bruits mais n'étaient incapables de reconnaître la parole alors qu'ils avaient des seuils en audiométrie qui étaient dans les limites de la normale ou très peu décalés. Donc on les a appelés, ces groupes d'enfants, des enfants ayant une neuropathie auditive. Et en fait, ces neuropathies regroupent trois grandes étiologies, des atteintes centrales, des atteintes sur le nerf auditif, et puis des atteintes juste à la jonction, au niveau de la synapse, à la jonction entre la base des cellules ciliées, c'est le trafic cellulaire au niveau synaptique qui ne fonctionne pas. Et finalement, on est presque en endocochléaire, là, puisque c'est le dysfonctionnement des cellules ciliées internes qui font que l'information ne va pas circuler à l'oreille interne. Et ces patients qui n'étaient pas du tout réactifs et pour lesquels l'appareillage donnait très peu d'informations, jusque-là, ils n'étaient pas candidats à l'implant. Puisque l'appareil ne donne pas d'informations, même en cas de surdité très légère, on ne va pas leur proposer l'implant cochléaire. Finalement, on a quand même un certain nombre de patients qui sont arrivés à l'implant parce que, pour différentes raisons, on a des enfants qui n'étaient pas diagnostiqués au préalable comme neuropathie et pour lequel le diagnostic avait été fait après coup et qui avaient reçu un implant avec un bon résultat. On a commencé à proposer l'implantation chez certains de ces enfants avec, de façon très surprenante, qui a surpris les centres d'implantation, des résultats finalement très satisfaisants pour certains, au moins aussi bons que les enfants ayant des surdités endocochléaires tout à fait typiques. Alors, dans le cas de sydaptomatie, on comprend ça très bien, c'est le trafic cellulaire, c'est au niveau cellulaire que ça dysfonctionne. Vous allez mettre un implant cochléaire et stimuler directement l'interface nerveuse, la synapse, et le reste fonctionne bien. Donc on va remettre en fonction un système nerveux par la stimulation électrique.
Quand il s'agit d'atteintes centrales, de troubles d'encodage des éléments perceptifs, des éléments électriques qui vont être véhiculés, l'implant cochléaire va en quelque sorte simplifier l'information. Et finalement, ces enfants-là arrivent à mieux ajuster, à mieux analyser l'information quand c'est véhiculé par un implant cochléaire. Un groupe un petit peu à part, c'est ceux qui ont des anomalies au niveau du nerf auditif. Donc, dans le cas d'anomalies du nerf auditif, un certain nombre d'enfants vont avoir de façon évidente une anomalie, une hypoplasie ou une agénésie du nerf 8 qui explique totalement leur surdité. Et donc, c'est des imageries très fines qui permettent seulement de mettre en évidence, et notamment des coupes parasagittales, parce que il faut avoir une qualité avoir des IRM de très bonne qualité pour être sûr qu'il n'y a pas des petits rameaux nerveux et voir si la différence entre un nerf un peu grêle ou une absence de nerf. Donc, dans un certain nombre de cas, un plan a été posé alors que la malformation n'avait pas forcément été mise en évidence au départ. Et on s'est rendu compte que ces enfants-là pouvaient, dans un certain nombre de cas, avoir quand même quelques résultats perceptifs, mais dans tous les cas, les résultats perceptifs restent quand même bien inférieurs à ceux qu'on obtient quand on a un nerf de très bonne qualité. Donc finalement, les limites de l'implantation cochléaire, les contre-indications sont celles d'une absence de cochlée. On n'a pas de cochlée, on ne peut pas mettre un implant. Absence de cochlée. Et ce qui va avec, c'est dans le cas de ces lésions d'ossification post-infectieuses, donc une ossification cochléaire. Il y a eu quelques techniques pour faire des trous artificiels à cet endroit-là pour aller glisser quelques électrodes un peu au hasard de ces tunnels qu'on va creuser, mais les résultats sont extrêmement décevants. Donc, globalement, quand il n'y a pas de cochlée, quand la cochlée est très ossifiée, ou au contraire, quand il y a une anatomie très complexe ou une hypoplasie très sévère du nerf 8, on est vraiment dans les limites de ce qu'on peut faire en termes d'implant cochléaire. Et la question est celle de l'implant du tronc cérébral pour ces patients-là. Dernier volet pour l'implantation cochléaire, c'est l'implantation bilatérale. L'implantation bilatérale pour restaurer une audition binaurale, une stéréophonie. Donc, on a pas mal d'effets différents. La stéréophonie, c'est un phénomène d'analyse cérébrale extrêmement complexe des informations qui arrivent de chaque côté. Et là aussi, cette stéréophonie, c'est une construction qui se fait très tôt dans la vie et qui est très fragile à toute asymétrie, anomalie de construction. Donc, la stéréophonie, ça permet, pour simplifier, l'amélioration de l'audition dans le bruit. On est tous gênés dans le bruit, mais si on a une audition binaurale, on arrive à quand même discerner le bruit de fond de la parole qu'on veut recevoir et de la localisation spatiale. Alors, c'est développé donc la possibilité, l'idée qu'on puisse mettre une implantation bilatérale dans le cas de surdité de naissance. Là aussi, la question de la période critique est essentielle. La structure cérébrale d'analyse, elle se construit très tôt dans la vie. C'est vrai que si on met un implant d'un côté et qu'on attend 10 ans pour mettre le deuxième côté, comment va se construire ? Est-ce qu'on ne rajoute pas un élément ? Est-ce que ce ne sont pas deux éléments juxtaposés, mais qui ne travailleront pas forcément ensemble ? On a eu plusieurs travaux qui montrent que le délai entre les deux implants est particulièrement important et l'âge premier de la première implantation également. Donc on a beaucoup des éléments qui sont en jeu, encore une fois dans le cadre d'enfants qui sont sourds profonds de naissance. Je ne parle pas des surdités acquises. L'avantage donc d'une implantation bilatérale, donc c'est l'amélioration de l'audition dans le bruit, mais aussi dans le silence. Et pour acquérir une langue, c'est intéressant d'entendre mieux, d'une manière générale. La localisation spatiale, donc probablement à long terme un impact sur la qualité du langage oral pour le futur. Bon, les inconvénients, je dirais que sur tous les inconvénients, le principal est celui du coût et des pressions humaines. On en a parlé tout à l'heure, un implant c'est environ une vingtaine d'années de durée de vie, en tout cas pour le projet ce qui est projeté de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc un enfant va avoir, s'il a 2 implants, 4 fois 2 implants d'oreille interne, enfin la partie interne, je ne parle pas des renouvellements des processeurs qui eux sont tous les 5 ans. Donc en termes économiques et humains, c'est énorme. Donc la question c'est
Coût-qualité, les Anglais ont résolu ça en demandant une ristourne de 40% du deuxième implant quand on met un implant bilatéral chez l'enfant, qu'ils ont obtenu par les fabricants. En France, les indications d'implant bilatéral ont été rediscutées donc, en 2012. Donc, dans le cas de patients qui ont une surdité bilatérale profonde, on peut mettre soit 2 implants d'emblée, soit 2 implants de façon séquentielle, rapprochée ou de façon plus à distance. Mais pour ces séquentiels à distance, reste à déterminer ce qui reste raisonnable dans le cadre du parcours de l'enfant. Donc, comme je vous le disais, pour finir, les derniers développements en ce qui concerne les indications, c'est ceux de l'implant du tronc cérébral. Alors, chez l'adulte, il y a évidemment des indications qui sont fréquentes. En ce qui concerne l'implant du tronc de l'enfant, les indications sont évidemment beaucoup plus rares. On est dans le cas de neurofibromatose, donc ce sont des adolescents ou des adultes jeunes, mais il y en a beaucoup moins que chez l'adulte. Dans le cas de méningite ayant ossifié totalement la cochlée, encore faut-il qu'elle ait ossifié les deux. Donc heureusement, ce ne sont pas des cas très fréquents. Heureusement, on arrive en général avant. Enfin, les aplasies, les anomalies, aplasie du nerf ou aplasie de cochlée. La question est celle des risques opératoires qui sont quand même pas tout à fait les mêmes que chez l'adulte. En tout cas, il faut une double équipe, bien sûr, neurochirurgicale et d'implant cochléaire. Et dans tous les cas, même si ces implants peuvent rendre service, puisqu'on va aller placer la plaquette, c'est le même implant en externe, c'est la même implant. La partie distale, les électrodes, au lieu d'être allongées sur un faisceau, vont être mises sur une plaquette qui va être glissée au niveau du foramen de Rouchka, et donc contre le noyau cochléaire. Donc on va le placer un petit peu à cet endroit-là, sans savoir exactement sur les enfants qui ont des surdités de naissance et des aplasies. Quelle est la qualité de ce noyau? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Est-ce qu'il s'est développé? Est-ce qu'embryologiquement... Donc on a des résultats qui sont nettement moins bons, bien sûr, sur la perception et sur le langage, et plus limités que dans le cadre d'enfants qui ont des implants cochléaires, dans tous les cas. Autre développement, les surdités unilatérales. On parle de bilatéralité. Bon, quid d'un adulte qui a une surdité profonde d'un côté et qui a une surdité légère ou pas de surdité d'ailleurs en contralatéral? Il a perdu sa stéréophonie. Il n'a plus sa stéréophonie dans le cas de surdité acquise. Donc aujourd'hui, il y a des travaux et il y a des extensions d'indications dans le cas de surdité unilatérale de l'implant cochléaire pour rétablir une stéréophonie qui était existante au préalable. La question, c'est chez l'enfant. Chez l'enfant, la plupart des surdités unilatérales sont des surdités congénitales. Donc ces enfants n'ont jamais vécu avec de la stéréophonie. Donc la question, c'est est-ce qu'il va y avoir une extension d'indication pour rétablir, entre guillemets, ou établir une stéréophonie? Dans ces cas-là, il faut le faire quand même très précocement. Ce d'autant plus que dans beaucoup de cas, il s'agit d'anomalies congénitales du nerf. Donc ça, c'est évidemment une contre-indication à l'implant cochléaire. Donc les indications chez l'enfant des unilatérales, c'est sûr, ça va être un sujet qui va être très très largement débattu on commence déjà à en parler dans les années à venir, et en tout cas discuter des indications. Et la deuxième question, ça va être le coût, parce que là on parle d'un implant pour les sourds profonds bilatéraux, de 2 implants pour les sourds profonds bilatéraux, et des implants pour tous les unilatéraux, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on a les moyens financiers de ce qu'on voudrait faire? Je ne sais pas. Toujours est-il que nous avons donc une population plus jeune, des cas complexes beaucoup plus fréquents qu'auparavant, des cas beaucoup plus compliqués à gérer, des extensions vers les surdités partielles, et ça vraiment c'est une bonne chose, on rend vraiment au service aux patients. Il n'y a pas photo dans le cas d'une surdité sévère, où on avait des gains en apparence, l'intelligibilité avec un implant, il n'y a pas photo. C'est des patients qui peuvent retrouver des informations auditives de très bonne qualité. Mais enfin, beaucoup d'inconnus persistent sur l'origine des difficultés d'évolution du langage, parce qu'on a vraiment des différences, des variabilités interindividuelles, et qui ne sont pas liées à l'électrode, qui ne sont pas liées à la qualité du traitement du signal, mais vraiment à ce qui se passe au niveau cérébral, et on va avoir dans le futur, j'espère, des nouveaux outils pour évaluer tout ça. Juste pour égayer la fin de la session, je vais essayer de vous passer une petite vidéo. C'est une petite fille qui a une surdité congénitale, les 2 parents sont sourds, c'est la 2e génération donc. Le modèle parental au niveau de la parole n'est pas joli, mais la rééducation se fait non seulement pour la parole et le langage, mais aussi pour la voix chantée. Ah, ça ne marche pas. Ouais,
Si le loup était, il nous mangerait, mais qu'on n'est pas, il nous mangera pas. Voilà. Bravo. Bien, merci Nathalie de ce bel exposé. Alors, à partir de quel est le plus jeune âge auquel vous avez implanté? Est-ce qu'on dit qu'on implante avant 12 mois? Est-ce qu'on peut implanter après 6 mois Après 6 mois, notre plus jeune implanté aujourd'hui est à 9 mois. C'est vrai qu'ils arrivent souvent beaucoup plus tard. Donc c'est souvent des fratries, un deuxième enfant implanté. Bien. Et quand tu indiques sur le tronc cérébral, on a une grosse expérience des implants du tronc cérébral, parce qu'on a commencé ça il y a une vingtaine d'années. En fait, ce qui est frappant, c'est que l'ensemble de la communauté, on n'est pas très nombreux, et il n'y avait pas beaucoup de compagnies de fabricants qui s'occupaient de cela, se sont intéressés à l'électrode et à placer l'électrode sur le noyau. Alors il est bien logique que le noyau ait des possibilités de décodage moindres que la cochlée et que les cellules sensorielles. Mais de façon étonnante, personne n'a adapté le traitement du signal à ce que pourrait faire le noyau. Pas du tout. Je m'en suis rendu compte récemment en disant c'est pas très fort comme histoire. Donc en fait, le processeur qui est émis, et on comprend les fabricants parce que le volume pour nous, on est le centre référent en France, c'est 5 à 10 par an. Et chez l'enfant, on a commencé à Necker avec Vincent Coulonnier et Michel Calamarides, notre neurochirurgien, pour une extraordinaire connaissance du quatrième ventricule et de la pose de cela. Et en fait, ce qui est dangereux, bien sûr, c'est l'enfant, mais ce qui est dangereux, c'est qu'on les met chez des enfants qui ont des NF2 très actives et très invalidantes. Et là, il y a un risque chirurgical, mais du fait de la gravité de la pathologie. Quand le tronc est normal, c'est pas plus difficile qu'autre chose, à toute proportion gardée en termes de volume du patient. Mais le traitement du signal reste encore à redécouvrir. Là, parce que l'élément qui a été extraordinaire dans les 10 dernières années, c'est la qualité du traitement du signal, qui a changé et a révolutionné les capacités d'écoute des patients. Et dans les bilatéraux où il y a une certaine réserve chez les ORL pédiatriques versus les ORL adultes, et en particulier quand on parle de coût-efficacité, ça revient moins cher que de mettre une prothèse de genou. Et ça ne vous gêne pas de mettre des prothèses de genou. Donc un implant cochléaire à plus de 70 ans, en coût-efficacité, alors les Anglais l'ont fait, alors ils font bien des coûts-efficacité, après on peut ne pas les suivre sur le problème des remboursements, c'est pour ça qu'on les a mis sur une île, mais je trouve que pour nous ça donne un excellent résultat. Et ça a amené à prendre à contre-pied ce qu'on avait dans les années 90, quand on a popularisé cela, c'est qu'on cherchait des patients, les star patients, ceux qui allaient avoir de bons résultats, parce que ces résultats étaient encore assez moyens. Tandis que maintenant, on se rend compte que quelqu'un qui a un résultat assez moyen, voire faible, avec un implant, il est toujours mieux avec un implant de l'autre côté. Oui, c'est dans les suridités acquises. Je pense que c'est fabuleux. Mais enfin, dans les suridités unilatérales, chez l'adulte, ce ne sera pas tout de même un grand rush. Parce qu'un type qui a une surdité unilatérale, il n'est pas prêt pour l'instant à avoir un contour, une antenne. Et quand on lui montre le look de l'implant, il n'est pas très acheteur d'emblée. Donc, tant que l'implant totalement implantable ne sera pas sur le marché, ça fait 10 ans que c'est dans les tiroirs, on l'a vu dès 2003, mais depuis il n'est pas sorti sur le marché parce qu'ils n'arrivent pas à faire des batteries suffisamment miniaturisées. Je ne crois pas que les gens soient très très adhérents et courent vers ce machin qui les fera reconnaître dans la rue. Oui. Pour l'enfant, c'est très différent parce que les parents sont très demandeurs de réparation, entre guillemets. Oui, parce qu'il y a un syndrome de la faute. Oui. Y a-t-il des questions? Une question? Non, écoutez, merci beaucoup de votre exposé.
Trois informations rapides. D'abord, je remercie Olivier Sterkers d'avoir organisé, et avec l'équipe de Noël Garabédian et de Daniel Branu, Daniel que j'ai eu au téléphone ce matin, et je confirme ce qu'a dit Stéphane Hans et qui va bien actuellement. Donc d'avoir mis au point cette séance d'ORL qui, je dois dire, pour un urologue a été très passionnante. J'ai appris plein de choses et donc je voulais vous en remercier. 3 petits points rapides. D'une part, c'était, malheureusement, il vient de partir, pour vous annoncer que Jacques Barbier, qui est ancien président de l'Académie nationale de chirurgie, a été élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur. Donc vous pourrez le féliciter si vous ne l'aviez pas déjà fait quand vous le verrez. Deuxièmement, c'est pour rappeler que quelqu'un, de façon tout à fait involontaire bien sûr, a emprunté le livre sur l'hôpital de la Charité qu'on venait de recevoir il y a à peu près 1 mois à l'Académie là-haut, et il a oublié de le ramener. Or, on est au moins 2 du bureau à travailler sur ce sujet-là, et on aimerait bien récupérer ce livre. Donc, celui qui a oublié, peut-il le ramener ? Troisièmement, pour vous dire que vous retenez dans vos agendas la date enfin tous les mercredis qui vont suivre bien sûr, mais particulièrement le mercredi 11 décembre, puisque c'est celui de la commémoration du 20e anniversaire du retour de l'Académie au Cordeliers, et il y a tout un tas de programmes dont vous allez recevoir le détail dans les jours qui viennent, mais bloquez déjà sur vos agendas le mercredi 11 décembre à partir de 11h le matin, puisqu'on a avancé les heures. Et puis dernière chose, c'était pour vous dire que la semaine prochaine, il va y avoir une séance très intéressante sur le futur de la chirurgie à la vitesse des ultrasons, qui a été organisée par Alexandre Carpentier, et donc qui va être passionnante sur les ultrasons, et qui va être suivie par, et notamment pour les chirurgiens viscéro-digestifs, tout l'intérêt et l'apport de la chirurgie endoscopique par des chirurgiens, et non plus que par des gastro-entérologues. Donc c'est un sujet, je pense, qui intéressera également beaucoup les chirurgiens. En tout cas, je vous remercie pour cette session de rentrée et bonne journée.